Bonjour tout le monde, bienvenue sur le cours de C++. Dans cette séance 19, nous allons aborder le deuxième pilier très important de la programmation orientée objet, appliquée ici au C++, l'héritage. L'héritage, le concept est simple, il va s'agir simplement, c'est un mécanisme qui va nous permettre de définir des relations entre plusieurs classes, alors entre deux classes on va dire au départ, éventuellement peut-être entre plusieurs, mais simplement ce fait-là de créer des relations, donc de trouver finalement des informations, des comportements communs entre plusieurs classes, et de produire alors ce phénomène, ce mécanisme d'héritage entre elles. Je vais vous montrer un exemple assez étoffé pour le coup sur ce qu'on va voir, parce que l'héritage est souvent confondu également avec un autre concept qu'on appelle la composition, et pour éviter les confusions et le mélange entre les deux finalement, on abordera les deux cas pour que vous puissiez bien comprendre à la fin de cette vidéo ce qu'est l'héritage effectivement en programmation objet et dans quel cas au contraire nous allons utiliser la composition. Le code que j'ai préparé, parce qu'il fallait déjà avoir du code quand même d'avance pour ne pas avoir à tout faire et perdre du temps par la suite, je vous montre ça rapidement. On a ici une classe qui va représenter une unité, donc c'est en fait un personnage par exemple, ici avec un simple constructeur pour avoir un identifiant, vous verrez parce qu'il va être utile pour la suite. Et comme on ne travaille pas ici avec des bases de données, je l'ai produit tel quel. On a une chaîne de caractères pour représenter le nom de la personne, et deux accesseurs, ce qu'on aura besoin pour la suite également, de quoi récupérer le nom et de quoi récupérer l'identifiant de cette unité. D'accord ? L'implémentation, bon je vous passe le détail, on s'en fiche. Et ici, simplement, j'instancie, donc je crée une instance de cette classe-là pour obtenir un NPC, donc un non-playable character, donc un personnage non jouable, un PNJ si vous préférez, qui est ici un forgeron tout simplement, et après, petit affichage du nom et de l'identifiant, simplement pour voir que tout est bon. On va compiler, etc., pour voir justement qu'il n'y a pas de problème avec ce code-là de départ en tout cas, que tout est ok, et voilà les informations que nous avons. L'unité, donc mon personnage est fait en tout cas les unités ici, je vais pouvoir en créer plusieurs, c'est-à-dire que dans mon application, dans mon jeu ici, puisque c'est l'exemple que je choisis, on a différents personnages et je pars du principe que les différentes unités du jeu ont ces informations à minima, c'est-à-dire un identifiant qui va être en fait, par la suite on peut imaginer justement une information qui est mémorisée en base de données, ça nous permet d'avoir un enregistrement par type d'unité finalement, et ils ont chacun leur identifiant unique. Là où en soi le nom ne serait pas forcément une information unique, d'accord, et qui serait donc nous laisserait libre cours au choix du nommage et donc des noms qu'on veut donner aux différentes unités du jeu. Voilà un petit peu comment cela s'articule. Nous allons créer une relation d'héritage que je veux pouvoir en fait avoir des personnages que nous allons jouer, d'accord ? Par exemple, ce qui va être notre personnage à nous. Et notre personnage à nous, dans un RPG, un MMORPG aussi notamment, c'est un personnage qui va progresser, qui va gagner des niveaux, qui va réaliser un certain nombre de quêtes, etc. On va donc développer quelques petites mécaniques là. Le personnage qui peut progresser au sein d'un environnement et un petit système de quêtes, bien sûr assez minimaliste par rapport au sujet de la vidéo qu'on a ici, mais on va regarder un petit peu tout ça. Première question à se poser, en tout cas parce qu'on va mettre bien sûr en place l'héritage, c'est le sujet de la vidéo, c'est de voir s'il peut y avoir une relation entre la classe B, donc qui sera en fait la classe enfant, et la classe parent, la classe mère, qui est ici la classe unit que nous avons pour le moment. Je vais créer l'autre classe à part pour le moment, d'accord, sans parler forcément d'héritage, on va la créer directement. Je vais appeler ça character. On va avoir besoin bien sûr des deux fichiers, je fais ça proprement. Encore une fois, je pourrais très bien ne pas faire ça sur les vidéos pour gagner un peu de temps. Mais ça, comme on a quand même, mine de rien, pas mal de code, ça va être plus pratique visuellement pour vous. Donc on va mettre ça ici. Là après, ce que je peux m'amuser en revanche à faire pour gagner un peu de temps, c'est ça. Changer les constantes ici. Ça, je vais en avoir besoin aussi. Et on va réécrire ce qu'il faut par la suite. En temps normal, d'accord, sans prendre en considération le phénomène d'héritage, quoi que ce soit de mécanisme, ce qui serait à faire, alors ici, je veux désactiver le constructeur par défaut, j'en veux pas, donc je vais faire ça. Et je vais reprendre à la rigueur le même principe que tout à l'heure. On va finalement reprendre ce qu'on avait ici. Pareil pour gagner un petit peu de temps. Voilà. Et ici, en plus d'avoir ces informations-là, mon personnage ici est un personnage qui va progresser, il va gagner des niveaux. Donc je veux avoir cette information quelque part. Level. Au niveau de ces différents états, donc de ces attributs, je l'ai pas copié. À tous les coups, je ne l'ai pas copié. Si, c'est bon.
character, et ici int level. Vous voyez, pour reconnaître les attributs privés, je l'ai fait précéder un underscore, ce n'est pas obligatoire, mais c'est juste visuellement pour qu'on puisse faire la différence plus facilement. Et voilà ce qu'on aurait. Principalement ici, bon, je n'ai pas fait des accessoires, pas besoin, mais voici ces informations que nous avons. À partir de là, la question peut se poser effectivement, y a-t-il une relation possible d'héritage entre ces deux classes, donc unit ici, l'unité, et le personnage, donc le character en l'occurrence. Si vous pouvez répondre à cette question, c'est-à-dire que votre classe B, on va dire la classe enfant, c'est celle-ci, est une sorte de cette classe A. Donc en fait, dit autrement, le personnage, si je prends les termes en français, est une sorte d'unité dans mon jeu, eh bien a priori, on a une relation d'héritage possible. Encore une fois, la règle ne sera pas toujours valide à 100%. On a plein d'autres principes, on a des principes de programmation, je pense notamment à Solid, qui nécessitent en fait de faire d'autres vérifications, de réfléchir davantage, des choses qu'on a abordées, qu'on aborde et qu'on abordera dans d'autres vidéos de la chaîne. Vous pouvez fouiller un petit peu dans les autres playlists pour découvrir un peu ces principes, les concepts théoriques. Donc il faudrait faire plus de vérifications, mais on va se contenter en tout cas de ce point de départ, de se dire, on a une relation de B est une sorte de A. D'accord ? Comme par exemple un chat est une sorte d'animal, etc., etc. Un bouton est une sorte de widget. Vous voyez, on peut créer ce genre de relation sans problème. Une voiture est une sorte de véhicule, comme un bateau est une sorte de véhicule aussi, quelque part. Donc on peut trouver comme ça ces différentes relations-là. Et à partir du moment où vous pouvez répondre à cette question-là, eh bien vous pouvez créer une relation d'héritage. Donc ici nous aurons la classe parente, unit, d'accord, c'est la classe de base finalement, et nous allons avoir une classe dite dérivée, spécialisée, il y a plusieurs termes encore une fois pour définir ça, la classe enfant, la classe, la sous-classe, ou la classe fille, il y a vraiment plein de termes pour définir tout ça, qui sera la classe character. Comment va se passer cet héritage ? Eh bien il va se passer un peu comme dans la vraie vie, la classe ici enfant va hériter des services, en l'occurrence des comportements de la classe mère. Donc déjà ces informations-là, on va tout enlever pour le coup. On va enlever ça, on va enlever tout. Voilà. Je vais laisser juste ça éventuellement, pourquoi pas. À partir du principe que ça va hériter de tout ça. Pourquoi ça va hériter de tout ça ? Puisque character est une sorte de la classe unit. Donc créons cette relation d'héritage en termes syntaxiques pour que ce soit effectivement effectif au niveau du code. Au niveau de la définition de votre classe, vous mettez ceci. Comme on veut garder tous les éléments qui étaient publics dans la classe mère, publics dans la classe enfant, on va travailler comme ceci. Et on pourrait éventuellement utiliser le mot-clé d'accès private, mais c'est dans des cas plus spécifiques. Pour l'héritage qu'on va faire ici, c'est le niveau d'accès qu'il nous faut. Et pour dire que la classe character est dérivée de notre classe unit. Juste ça, d'accord ? Vous rajoutez ça à une classe, les deux points, le niveau d'accès public et une autre classe, et vous venez de créer une relation d'héritage. Donc une relation d'héritage qui se ferait encore une fois sous cette forme, si je commente. Il m'a auto-complété, bon c'est pas grave. En gros, la classe unit, elle est ici. Et là, on a en fait une relation, d'accord, vers la classe character. Donc la classe de base, c'est celle-ci, la classe parent, et celle-ci, c'est la classe dérivée, la classe spécialisée, la classe enfant. Et généralement, pour ceux qui font du ML, vous avez une flèche vide, une flèche blanche, et qui est tournée vers le haut. Donc il va vers la classe de base, en fait, pour dire character hérite, vous voyez, on remonte de la classe unit. À partir de là, elle possède tous les mêmes comportements. C'est-à-dire que, même si vous ne voyez pas dans le code là précisément, ici, character, il a le nom, il hérite de ça, le nom, puisqu'il est une unité, en fait, c'est une sorte d'unité, il aura un identifiant, et il aura en fait éventuellement accès, après par la suite, à des méthodes, puisqu'elles sont, comme on le verra au niveau des changements, publics. Donc il pourra changer les différents comportements à ce niveau-là. Nous, on va bien sûr changer un petit peu les choses, pas juste se contenter de ça, puisqu'on veut pouvoir ensuite créer un personnage et indiquer qu'il a des choses en plus. C'est-à-dire qu'il hérite effectivement des informations de la classe parente, mais il peut avoir des choses en plus. D'accord ? Donc la chose en plus, c'est justement le fameux niveau, c'est de ce dont on parlait tout à l'heure. En gros, si je fais les choses à l'envers, je voudrais pouvoir faire, alors ça je peux le mettre ici, mais pouvoir créer un personnage, tout simplement, qui a son identifiant. Alors ça, encore une fois, dans un vrai cas, ce ne serait pas à nous de choisir arbitrairement un identifiant, en tout cas pas comme ça, ce serait des informations enregistrées en base de données en amont, et peu importe. Et puis ici, on aurait le nom de notre personnage, donc moi, je vais y mettre mon prénom, et ça ira très bien. Comme ceci. Et éventuellement, après tout, pourquoi pas,
comme on les a définis, autant que s'en servir par la suite, et même afficher le niveau. Donc avoir un accesseur pour afficher le niveau, chose que les unités n'ont pas. D'accord, une unité ici ne définit aucune information pour avoir un niveau. Donc elle n'a pas de niveau en fait, elle n'est pas de niveau 1, niveau 50, etc. On considère qu'on n'a pas besoin de ça pour une unité. C'est le personnage qui est spécialisé, donc il a toutes les informations encore une fois de ça, et des choses en plus. Donc on y va, je vais reprendre le constructeur ici, parce que vous allez voir que ça a quand même son importance, et on va se servir du constructeur parent. C'est-à-dire pour construire un personnage, on a besoin, il est partiellement en fait une unité, on a dit c'est une sorte d'unité, c'est-à-dire qu'il va construire la partie qui concerne sa classe parent, et ensuite ce qui va en plus. Donc là, on a un niveau, ok, pas de problème. L'information qu'il a en plus, bah c'est ça, le niveau. Je ne réécris pas ID et name dans les attributs puisqu'ils sont ici. Il en a hérité, donc il les a. Donc pas besoin de les réécrire. Et ici, on va implémenter, parce que de toute façon, on n'a fait aucune implémentation encore. Alors c'est character, pardon, hop, mettre à jour. On va implémenter ça dans son fichier d'implémentation. Donc là, character hpp. Bon, je remets string au cas où. Je sais plus s'il y a une autre chose, qu'on ne fait pas vraiment. Il y a de l'affichage aussi, mais si, on prend les deux. Éventuellement. Et évidemment, comme j'avais recopié, voilà, j'écris le constructeur. Alors là, ça par contre, la initialisation, ça va pas forcément être des plus lisibles, mais pas grave, ça passera à la ligne. Donc les deux points. Et ici, au lieu de faire ceci, c'est-à-dire qu'en temps normal, je pourrais faire ceci comme ça, et level ceci, d'accord. Voilà la liste d'initialisation qu'on aurait, en réalité. Et bien là, ça fait partie du constructeur de la classe parent, d'accord. On l'a défini ici, c'est déjà indiqué. Donc, on n'a plus qu'à faire appel finalement à ce constructeur-là. Donc au lieu de passer tout ça, on fait appel à unit, son constructeur, donc on se base sur sa signature là, hein, et on voit que ça demande l'identifiant et le nom ensuite. Donc on les transmet directement. ID et name. Donc ces paramètres-là, d'accord, ID et name, on les transmet directement au constructeur de la classe parent. Et ce qui est en plus, on l'ajoute ici. Et là, normalement, il n'y a pas de problème. Donc on se rebase là-dessus, logiquement, on a construit ça. Il faut bien sûr ajouter le niveau, pardon, hop, niveau 1. Et il faut qu'on écrive, qu'on implémente l'accesseur ici pour pouvoir récupérer le niveau, pour voir qu'on a bien quelque chose de différent. Donc là, pareil, character hpp, pardon, ici, et bien on va pouvoir le faire int getLevel. Voilà. On est dans celui-ci. Tout simplement. Donc je un petit peu vite au niveau du code, parce que là c'est bon, ça c'est des rappels hein, par rapport à ce qu'on a vu avant. Mais bien comprendre le principe, hein, je vous remontre un petit peu au niveau du code, vous voyez un peu comment ça se passe. On a vraiment notre classe de base, et ensuite la classe dérivée qui récupère, qui hérite toutes les choses, avec des choses en plus. À l'exception de, et j'insiste parce que ce n'est pas forcément le cas dans d'autres langages de programmation, là c'est C++ qui indique cela, où vous devez transmettre, indiquer explicitement en fait que vous voulez faire hériter les constructeurs. Sinon, bah, en fait, ce constructeur-là, la classe enfant ne va pas en hériter automatiquement. Vous devez l'indiquer vous-même, d'accord, c'est obligatoire. Donc ici, par exemple, dans la partie éventuellement même public ou autre, je peux le mettre un peu, on peut mettre même là, logiquement. Je vais faire pour indiquer en fait que character utilise de la classe unit, en fait tous les constructeurs de cette classe. Voilà, c'est obligatoire, sinon vous ne pourrez pas en fait avoir transmission des constructeurs. C'est la seule chose qui n'est pas héritée par défaut en C++. Attention, dans d'autres langages de programmation, tout est transmis, y compris les constructeurs, donc vous n'auriez pas d'instruction en fait pour indiquer de le faire. Mais si vous voulez le faire vous, explicitement, il faut l'indiquer. Je pense qu'on est bon. Alors si j'ai fait des petites erreurs, comme je parle en même temps, on le verra assez vite, mais je pense que c'est ok. Character, j'ai bien tout remplacé, il n'y a plus de... Ok, je vois qu'il ne manque pas des éléments trop, normalement c'est ok. On y retourne, on recompile, et on va exécuter. J'ai oublié un point virgule quelque part. Alors déjà... Ok...
Et sinon je peux lui mettre là hein, s'il n'est pas content. Mais par contre, il y avait un autre élément qui visiblement n'allait pas. Pas oublier de point virgule, non. Class name before. Ah bah oui, attendez, évidemment. N'oublie pas d'inclure, ça va de soi. Sinon, c'est pas magique, il va pas la trouver tout seul. Bon, déjà, on va changer ça. Ok, et ça, je remettrai, par contre, quoi, ça m'embête. Après, bon, c'est des questions de préférence. Je vais me dire, comme c'est la classe qui l'utilise, je le mets ici. Et on avait des petites erreurs, je crois, au niveau du fichier principal. Character, parce que je l'ai juste pas inclus, évidemment. Tout va bien. Je vais récupérer là. Hop. Voilà, donc on n'oublie pas bien sûr d'inclure tout ce qu'il nous faut, comme d'habitude. Ça, vous voyez, je suis allé un petit peu trop vite. Donc faisons les choses par étapes. Et maintenant, voilà, nous avons donc les différentes informations. Comme vous voyez, notre classe enfant, donc la classe pour représenter le personnage, a bien hérité de toutes les informations de la classe de base, la classe parent. Et ensuite, on a pu ajouter une autre information supplémentaire qui est ici le niveau. Donc voilà comment cela fonctionne. Donc c'est le principe d'héritage. Encore une fois, ce n'est pas systématique, hein, il ne faut pas forcément chercher de l'héritage partout entre deux classes, hein, ce n'est pas, voilà, ça va pas être quelque chose d'automatique de se dire il faut forcément qu'il y ait un héritage, parce que s'il y a une classe qui n'est pas la classe mère d'une autre ou la classe enfant d'une autre, c'est pas normal, alors que ça peut l'être, d'accord, on peut avoir une classe totalement isolée. Donc encore une fois, c'est là où ça peut s'y prêter, okay, et on verra d'ailleurs dans la prochaine séance quand on abordera le polymorphisme. Dans quel cas l'héritage entre en compte, hein, parce que c'est une mécanique en fait qui est fortement rattachée au polymorphisme aussi, et vous comprendrez davantage pourquoi cela a de l'utilité, et dans quel cas en tout cas s'en servir. On est pas mal pour cette partie-là, on va dire. Donc on a ça. Alors, on a notre personnage très bien, parce que finalement, bon, ça que vous voyez créer une unité, ok, on a un personnage ici. On va pouvoir mettre en place notre système de quête, et de dire, en fait, mon personnage ici, il va pouvoir récupérer une quête auprès de ce personnage-là, du forgeron. Voilà, le forgeron va nous donner une quête, très bien. Donc lui, je vais le créer ici, on s'en fiche. Et ici, on va s'arranger pour pouvoir éventuellement donner une quête. Alors je sais pas dans quel sens on pourrait faire ça, parce que généralement c'est plus, on a un PNJ en fait qui propose une quête et nous on peut la récupérer, donc l'obtenir en fait. Mais on va déjà faire en sorte d'avoir une classe qui représente les quêtes. D'accord, représente qu'est-ce qu'une quête en fait dans le jeu, on va voir un petit peu ça. Donc on y va, on va créer une autre classe. Donc toujours d'abord moi je fais la définition, après je fais l'implémentation. Hop. Je vais mettre ici. Ici. Sans les aura à côté. Donc pareil, je vais reprendre ça. Bref, tout ça. Pour le moment en tout cas. Hop. Et ici. Ok. Donc là pour la quête, je veux pas passer par un constructeur par défaut, parce que ça aurait pas de sens, donc pareil je le désactive. Encore une fois, ça c'est votre choix ou non, vous faites comme vous voulez. Moi je vais faire ça. Et je m'intéresse comme d'habitude aux services, aux fonctionnalités, plus que les attributs. Vous voyez, pour les attributs, j'en écris pas au départ. C'est je pense d'abord en termes de services, et après à partir de là, je peux voir quels attributs il faut définir dans ma classe à ce moment-là. Donc une quête, voilà le choix que je vais faire. Représenter une quête par un titre. Et représenter ça par une description. Donc c'est assez simple en soi. Description. Et ici ce sera pas mal. Encore une fois, par défaut je préfère toujours mettre. Si après il faut l'enlever, on l'enlève éventuellement. Mais on est pas mal ici. D'ailleurs c'est pas forcément le titre de la quête, c'est le nom en fait. Hein. Bon. On va pas trop s'embêter sur le nommage, on n'est pas sur un. Je suis pas en train de vraiment développer un jeu là.
pour l'exemple, donc ça ira très bien. Description, voilà, on peut se baser là-dessus. Donc on va représenter ça comme ça, et ce sera bien pour commencer. On récupère toutes ces infos ici. Hop. Et ici, on a donc name, ça. Donc la liste d'initialisation classique, description, voilà. Constructeur vide ici, plus pratique. On ne se prend plus la tête. On peut créer notre quête. Je la crée ici. Alors là, c'est un peu bizarre parce que j'initialise tout comme si genre j'avais décidé de tout initialiser au même moment. C'est juste que le hasard fait bien les choses dans ce cas précis. Donc là, ça va être tourte au sanglier. Voilà, c'est cadeau. Rapporter. Bon, encore une fois, on reste sur des exemples simples. Voilà, nom de la quête, la petite description qui pourrait bien sûr être plus longue, mais pour l'exemple, ça ira très très bien. Et en fait, ce qu'on va faire d'ailleurs, je suis parti écrire n'importe quoi là, mais... Voilà. Cette quête-là, on a comme ça toute l'information ici. Maintenant, bon, on l'intègre un petit peu, on peut voir un peu aussi, parce que bon, j'aurais pu aller beaucoup plus loin, de voir sur quoi on intègre ça, etc. La quête ne peut pas partir de n'importe où. Elle provient forcément de quelque part. Donc ce que je peux faire aussi, c'est indiquer en fait qu'elle vient de quel personnage finalement, quelle unité, par exemple unit ID, et ça ira très bien comme ça. Voilà. On peut laisser ça là, je vais rajouter bien sûr cet élément là. Donc là vous voyez pour le coup ce n'est pas un attribut de la classe, c'est bien que vous puissiez voir que parfois ce n'est pas toujours un attribut qu'on passe ici. Là c'est une information d'ailleurs, et automatiquement si j'ai pas fait d'erreur, on peut indiquer quel attribut, en l'occurrence, donc là bah, c'est celui-ci, et on va utiliser son accesseur, c'est pour ça que j'avais fait l'accesseur ici. Voilà, pour dire c'est une quête qui est donnée en fait par ce personnage là, et pas par un autre. Comme ça, vous avez finalement toutes les informations. Alors, pour la suite, on va rajouter ça. Est-ce que je faut peut-être afficher quand même quelque chose? Pareil, hein, c'est que ce soit quand même un peu plus lisible, enfin qu'on puisse voir quelque chose. Bon, parce qu'on n'a pas grand-chose, je vais mettre get info. Encore une fois, le nom n'est pas vraiment éviter ce genre de nom trop générique, surtout qu'on n'a pas d'élément ici info, où je veux plutôt, parce que je cherchais en fait un intitulé quelque chose, on va appeler ça comme ça. Le problème c'est que chose serait pas forcément pas besoin d'informations non plus, ça ne va rien modifier, ça ne va pas déclencher d'exception. Je veux juste en fait qu'on ait des informations d'afficher pour vous par la suite. C'est tout. Pour afficher directement tous les attributs. Voilà, afficher le titre. Donc ce sera c'est name que je l'appelais. Bon, je mets à la ligne. Hein. Encore une fois, on n'est pas là pour optimiser. Là, surtout pour voir comment fonctionne l'héritage. Et comme ça, je peux maintenant afficher la quête ici. Donc là, une unité, etc. À la rigueur, je crée mon caractère, je crée l'unité à ce moment-là parce que j'en ai besoin juste à ce moment-là. Et après, comme ça, je peux faire hop, afficher la quête. Et on pourra éventuellement, on va pas encore une fois, on va pas nous faire trop en faire parce qu'on risquerait de déborder un peu du sujet de la vidéo. En quest, je ne l'ai pas inclus, c'est normal. Ok. ID et on a je laisse parce que vous voyez je pensais à ID, du coup j'ai noté ça au lieu de int du integer, puis je l'ai renoté 2 fois en plus. Bien joué, franchement bien joué, très bien. Ok, évidemment l'information unit ID n'est pas utilisée là dedans, c'est pas grave. Et voilà ce que nous avons. Donc on a les informations qui sont affichées automatiquement. Ce qu'on veut pouvoir faire également, puisque bon, avoir une quête c'est bien, si on peut aussi avoir l'état de la quête, c'est quand même pas mal. Alors là, on n'est pas forcément dans l'héritage
pur, mais on va avoir besoin d'une autre information, c'est-à-dire pour éviter d'avoir une classe qui a trop d'informations, moi je peux partir du principe que le statut de la quête finalement, ça peut être un élément à part de cette classe. Je suis pas obligé d'avoir ici un attribut pour le statut de la quête, ça peut être autre chose, pour éviter justement de faire des classes qui contiennent tout, d'accord, pour éviter en fait qu'elles aient trop de responsabilités. Donc comme ça vous fait voir aussi un petit exemple. Et en plus, si je préfère utiliser éventuellement une énumération, donc une classe d'énumération, comme ça pour dire, voilà, on a le statut de la quête qui est ailleurs, et ça va rentrer dans le cas de la composition. C'est-à-dire que la quête, effectivement, va posséder un statut, mais pas au sens une seule information, parce qu'un statut, ça peut être une information un peu plus complexe, mais elle va l'avoir, elle va être composée de ce statut-là, qui sera en fait une instance d'une autre classe, ou une énumération, parce que vous savez qu'on peut faire une enum class, et c'est ce que nous allons faire justement. Donc ici, par défaut, je vais faire une quest status, cette classe n'existe pas encore, mais c'est pas grave, et on va appeler ça status. Éventuellement, ce qu'on pourra dire dans son constructeur, par défaut, égal, alors là c'est vrai que j'ai pas encore grand chose, mais c'est pas grave, on va le changer par la suite, quest status, et par défaut qu'elle est disabled, par exemple. Et on va créer cet élément là. Donc quest status on reprend tout. On va enlever ça. Donc très simple, petite énumération. Alors, pas se prendre la tête là-dessus. Et ensuite on peut créer voilà, les différentes catégories. Disabled. Je sais pas, après on peut vraiment créer plein de catégories. Active, donc en gros qu'elle est en cours, failed, activated, failed, etc. Bon, l'avantage encore une fois c'est qu'après on pourra changer ça pour ajouter d'autres cas de statut. On va rester sur un exemple simple de une quête est désactivée, donc elle n'est pas en cours en fait, elle n'a pas encore été prise. Au moment où elle est prise par votre personnage, elle devient activée, elle est en cours en fait, elle est en train d'être faite. Et fail, c'est par exemple une quête que vous aviez prise mais qui a échoué. Donc vous allez devoir éventuellement la refaire, l'abandonner, etc. Donc on peut imaginer voilà, ces cas-là et ça ira très très bien. Quest status pour l'ensemble des éléments que nous avons. On revient sur quest, évidemment. On l'ajoute ici. Je vais l'ajouter là puisqu'on fait référence également à celui-ci. Et voilà. Voilà. Après, c'est vrai qu'on pourrait rajouter une autre information également. Le problème c'est que là on l'aura sous forme d'entier, mais c'est pas. On va pas trop en rajouter. Mais c'est vrai qu'après on pourrait faire éventuellement un accesseur pour récupérer le statut, etc. Même si, bon, généralement dans un jeu on s'en sert plus pour l'aspect visuel, après ça rentre surtout dans les mécaniques, on va dire, internes du jeu. Donc on verra un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour la suite? Parce que maintenant nous avons ici notre relation de composition. Donc vous voyez, pas de relation d'héritage entre ce qui est une quête et le statut de la quête. On n'a absolument pas fait de relation d'héritage, on est plus dans la relation de composition. La relation de composition, c'est ce qui répond à la question de la classe B est contenue dans la classe A, ou la classe A contient un élément de cette classe B. Donc vous voyez, quand c'est ça, la classe B, on met une de ses instances, d'accord, à l'intérieur de la classe A, et là on a de la composition. Là où, comme vous l'avez vu tout à l'heure avec l'héritage, vous voyez, on n'a pas du tout en fait la même chose. On n'a jamais mis en fait d'attribut de type character dans la classe unit, d'accord. Donc on n'est pas dans une relation de composition. Donc faites attention. Si c'est B est une sorte de A, c'est de l'héritage. Si c'est B est inclus et contenu, fait partie de A, c'est une relation de composition. C'est vraiment deux choses différentes. Bon, je pense que là on a ce qu'il faut pour cet exemple rapidement. Donc il faudra bien sûr, après on pourrait bien sûr compléter, mais je ne veux pas faire trop de code, ça fait quand même beaucoup de fichiers, etc. J'aurais pu faire beaucoup plus
beaucoup moins, mais ça change un petit peu. Encore une fois, j'essaie pas de toujours faire pareil sur chaque playlist de cours, sur C#, sur Java, etc., de changer un peu les exemples, changer un peu le code, parce que pour les gens qui suivraient éventuellement plusieurs cours, si je reprenais toujours exactement les mêmes exemples, bon, à la fin, ce serait un peu redondant, même si la syntaxe d'un langage à l'autre change quand même pas mal non plus. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense qu'on a fait le tour, hein, en soi, par rapport à ça, parce qu'après, de toute façon, ça va concerner surtout du polymorphisme, de la redéfinition de méthode. C'est des choses qu'on verra à partir des séances prochaines, donc on va pas forcément le voir tout de suite. Mais encore une fois, pour terminer, parce que je pense qu'on va pouvoir vraiment s'arrêter là, retenez simplement que cette relation de B est une sorte de A permet d'identifier éventuellement un héritage. Après, il y a d'autres principes, encore une fois, de programmation, comme les principes solides et d'autres, qui peuvent vous aider également à valider ou non le fait d'appliquer une relation d'héritage entre deux classes ou plusieurs. Donc à vous de voir, bien sûr, et de réfléchir en fait à tout ça pour savoir quand est-ce que c'est en tout cas pertinent de le faire. Autre point aussi, C++ permet l'héritage multiple, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les langages. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une classe, donc je prends elle est où ici? Character, ici. Je peux très bien dire qu'elle hérite de cette classe-là et qu'elle hérite d'une autre, d'accord? Et ainsi de suite. Donc on a une relation, en fait, on a une classe qui possède, qui a reçu en fait les comportements, les services de plein de classes différentes. Ceci n'est pas forcément autorisé ou possible dans d'autres langages de programmation. Donc je vous dis juste que ça existe. Il peut y avoir des cas très 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 minimes, des contextes dans lesquels ça peut se servir, mais généralement, la majorité des langages utilisent d'autres mécanismes, les interfaces notamment, pour pouvoir pallier à cela. On peut généralement se passer de l'héritage multiple, c'est pour ça que ça n'existe tout simplement pas dans d'autres langages de programmation qui utilisent le paradigme objet. Mais sachez qu'en C++, c'est autorisé, ça fonctionne. Voilà, en termes de syntaxe, c'est quelque chose qui fonctionne. Après, il faut bien sûr que ce soit utilisé judicieusement et que ce soit encore une fois pertinent en pratique, en tout cas dans votre code. On va pouvoir s'arrêter là. Je pense que je refais vraiment le tour, voir si j'ai pas autre chose dont je voulais vous parler qui serait vraiment important par rapport à ça. On a tout vu, on a vu comment faire appel au constructeur parent. Donc je refais un petit rappel, voilà ici. Vous voyez, on peut directement le passer là. On fait appel au constructeur parent, les éléments qui suivent, etc. Alors bien sûr, on va compléter. Encore une fois, il manque d'autres petites choses qui font partie qui font partie partiellement en tout cas de l'héritage, mais ça fait appel à d'autres notions. Donc c'est ce que nous allons voir dès la prochaine séance. Donc ne vous en faites pas. On va voir tout ça un petit peu sur la suite. En attendant, s'il y a des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. S'il y a encore des passages un petit peu flous. Exceptionnellement, il y a un peu plus de code que d'habitude ici, donc n'hésitez pas, si pour vous c'était un peu fouillis, vous étiez un peu perdu dans certaines choses, à écrire de toute façon du code de votre côté, avec beaucoup moins de choses, éventuellement. Genre je vais juste créer une classe A, une classe B, où vous pouvez faire un héritage, et créer des petites méthodes pour afficher des informations, pour voir que cela fonctionne bien, de voir un peu ce qui se passe aussi, si j'essaie d'afficher l'information d'un côté ou de l'autre, et on verra de toute façon d'autres choses pour la suite. On va compléter encore, parce qu'on n'a pas fait le tour encore de tous les concepts en programmation objet, ici appliqué en C++. Je vous dis à bientôt pour la prochaine séance, nous parlerons de polymorphisme.